Merci, Monsieur le Président, vous m'entendez bien? Mesdames les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, chers confrères, pour ma part, je suis streamer politique depuis 11 ans. Ça veut dire que je diffuse des émissions en direct sur la plateforme Twitch, où je fais de la pédagogie et de la vulgarisation d'analyse d'actualité politique et Il est parlementaire. trop sûr de lui, Jean J'essaye Massier. de faire un travail d'éducation populaire, utile au débat public et démocratique, à destination d'un public jeune et surtout d'un public éloigné du jargon politique. Mon but, c'est de permettre au plus grand nombre... Oh, la définition de streamer. C'est une personne qui anime et diffuse du contenu en direct sur une plateforme prévue à cet effet, en interagissant avec les internautes. Les internautes de s'y retrouver dans une actualité politique souvent inaccessible. Je ne me Internaute. considère pas comme un journaliste parce que je n'en ai pas besoin. On ne m'a jamais demandé si j'étais journaliste, à part des journalistes curieux. Personne ne m'a vraiment posé la question, ni mon public, ni les personnes politiques que j'ai interviewées. Ceci étant, journaliste n'est pas une insulte, et si on m'appelle journaliste, ça me va. Voilà, je ne suis pas contre l'étiquette, mais à titre personnel, je ne m'en revendique pas. Je présuppose que votre commission anticipe l'arrivée du sujet numérique dans un univers qui évolue extrêmement rapidement. Je pense effectivement qu'il faut prendre les devants et s'interroger dès aujourd'hui sur l'évolution de l'environnement normatif. Les sujets que vous avez balayés, Monsieur le Président, sont effectivement nombreux et complexes, et il n'est jamais trop tôt pour s'en saisir. La régulation d'Internet, c'est un sujet aussi vieux qu'Internet, et c'est un débat légitime. Internet, c'est un foisonnement, on y trouve le meilleur comme le pire. Qu'on le veuille ou non, Internet est devenu un haut lieu du forum démocratique. Faut que j'aille vérifier l'info si Moussa, Moussa de Alerte Info, s'il a vraiment été convoqué. Ça veut dire que pour la première fois, on va voir son visage en fait. On va voir son visage, les mecs. Parce qu'il est tout le temps masqué, ce type. Attends, je vais vérifier la source. Les citoyens s'y informent, les citoyens y débattent et les citoyens s'y forgent des opinions. De grands mouvements sont nés sur Internet, je pense aux Gilets jaunes, au Printemps arabe ou encore à MeToo. Balzac disait que le bistrot était le Parlement du peuple. Aujourd'hui, c'est sûr, Internet est un bistrot pour le peuple. Mais l'expérience montre que légiférer sur le numérique, c'est toujours un peu délicat. D'Hadopi à la loi Avia, on a vu de fausses bonnes idées qui pouvaient mener à des impasses. Une fausse bonne idée consiste par exemple à copier-coller des règles d'un secteur à un autre. Par exemple, l'audiovisuel et son gendarme, l'Arcom, qui répondent à des règles qui leur sont propres. Il n'est pas convoqué, Je pense que hein. l'Arcom ne doit pas devenir le gendarme d'Internet. Le régulateur des contenus d'Internet existe, c'est le juge judiciaire. Il faut garder un système ouvert pour que chaque citoyen puisse s'exprimer librement. Pas de statut, pas de label, pas de privilège. Il faut des garanties et des protections pour tous. Il y a sans doute un travail à mener sur la transparence des algorithmes. C'est vrai qu'on est soumis à l'Arcom, nous les streamers. On est soumis à l'Arcom. D'ailleurs, l'Arcom avait banni une chaîne YouTube pour désinformation. Donc l'Arcom a aussi autorité sur les chaînes YouTube d'information, les mecs. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, je vous ai peut-être appris quelque chose aujourd'hui, le chat. Peut-être. Je vous ai appris quelque chose. Même si Twitch est une plateforme un peu particulière qui est très peu algorithmée, le DSA européen se met en place, c'est encore lent, c'est encore partiel. Évidemment, les GAFAM ne jouent pas le jeu, ils et elles ne veulent pas ouvrir le capot, il faut peut-être les y contraindre. Sur les ingérences étrangères, il y a sans doute un travail à mener sur la fragilité des modèles économiques des créateurs de contenu. Cette fragilité peut les rendre perméables à des pressions extérieures. La seule aide à laquelle nous pouvons prétendre, c'est celle du CNC dont a parlé Gaspard, une aide très faible au regard des montants que touche le CNC de la part des plateformes numériques. Et pourtant, nous, créateurs de contenu d'information, sommes exclus de cette aide depuis cette année. Je ne pense pas que ça fait partie de la volonté du législateur d'exclure les créateurs de contenu d'information de l'aide du CNC. Ah ouais? Les créateurs de contenu d'information n'ont pas le droit au CNC Talent. Je suis exclu, les mecs. Je suis exclu de ça. Putain, pas de financement, je suis tout nu, frère. T'as des Figaro qui touchent des millions, Le Monde, Le Figaro, le JDD, etc. Et j'en passe, franc-tireur, mais moi j'ai pas le droit. Putain. En conclusion, le débat public se déroule sur Internet, dont acte, il faut s'en réjouir. J'attends du législateur qu'il protège... Mais je te jure, je suis exclu avant même d'avoir touché un billet, frère. Oh là 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 là. les libertés et qu'il garantisse les droits. Il s'agit de créer des conditions d'une démocratie vivante à 1 an d'une élection aussi capitale que la prochaine présidentielle. Je pense que c'est une responsabilité importante. Hugo Travers. C'est une dinguerie de s'appeler Travers. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie d'abord pour l'invitation, pour aborder ce sujet qui est important. Pour me présenter rapidement, j'ai lancé en 2015, à l'âge de 18 ans, en parallèle à mes études que je débutais après le bac, une chaîne YouTube du nom de Hugo Décrypte,
avec un objectif très clair dès le début, dès le premier jour, informer le plus grand nombre, notamment les jeunes, sur des sujets qui me semblent essentiels à saisir en tant que Il y a citoyen. des consommateurs de Hugo ou pas les mecs? Dans le chat là, manifestez-vous. Je suis pas là pour vous juger les mecs, hein. Vous avez le droit de vous informer chez Hugo Décrypte que plutôt regarder BFM TV ou CNews, les grands journaux, médias mainstream, etc. Vous avez tout à fait le droit de vous informer chez Hugo Décrypte, qui est sur TikTok, qui fait des dépêches aussi sur Instagram. Je vois que sur le chat, il y en a qui s'informent à travers Hugo Décrypte. Ce n'est pas un gros mot les mecs, hein. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot. Je ressentais déjà à l'époque un décalage immense entre Ouais, j'ai 13, l'approche 12 de viewers. certains médias et la plus jeune 13, génération. 12. Un décalage qui prenait plusieurs formes, mais un décalage 13, déjà 12. justement sur la forme, avec une absence de leur part sur des réseaux sociaux où on passait déjà énormément de temps. À l'époque, je passais beaucoup de temps sur YouTube. Les médias avaient plutôt l'habitude d'aller sur Facebook, s'ils étaient même sur des réseaux sociaux. Mais surtout, au-delà de cette question de format, un décalage sur le fond, avec souvent un manque de mise en contexte, un manque d'explication ou de réponse tout simplement aux questions que des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs pouvaient se poser. Et j'ai essayé du coup, à ma toute petite échelle, d'essayer d'y répondre et de faire des vidéos pour essayer d'informer d'abord peut-être ma petite sœur qui avait 15 ans à l'époque et qui voulait aussi comprendre ce qui se passait dans le monde, et puis au fur et à mesure davantage de monde. Sa sœur, il a dit. Ce décalage, c'était une réalité déjà il y a 10 ans pour ce qui est des jeunes, mais je pense au passage que c'est une réalité pour toutes les générations, et en tout cas de plus en plus au fil des années. Et le fait de voir de notre côté qu'on est de plus en plus suivi, pas seulement par des jeunes, c'est aujourd'hui des personnes en famille, des personnes plus âgées qui passent du temps elles aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. C'est l'AFP de YouTube. Bah moi par exemple sur le format que j'ai fait depuis 4 jours, bah, il y a un format un peu zapping les amis, hein. C'est parce que c'est du zapping ce que fait Hugo Décrypte. Bah moi j'ai à peu près le même format que j'ai commencé depuis la semaine dernière. Bah ça marche plutôt bien les mecs, hein. 27 000 vues, 1000 pouces bleus, 10 000 vues, 10 000 vues. Là j'ai posté une vidéo cet après-midi, c'est déjà à 4 000 vues mais ça va encore monter ce soir. Il y a une autre vidéo qui va sortir demain. Le zapping, je pense que c'est un très bon format les mecs. Je pense que c'est un très bon format parce que plutôt que d'avoir un seul sujet, t'en as au moins 3-4, ça te résume un petit peu la journée / la soirée, donc la soirée qui commence à 20h jusqu'à le lendemain midi 13h, t'as la vidéo qui sort l'après-midi, tu as ton zapping, tu as tes dépêches AFP on va dire ça comme ça. Et c'est excellent comme format. Moi, personnellement, je prends plaisir. Il y a beaucoup de retours aussi que j'ai de la part de mes viewers de YouTube et même de Twitch qui consomment aussi ce type de contenu et qui m'ont dit Dofla, parfait. Dofla, parfait. T'animes bien. Tes vidéos sont bien faites. Là, c'est le moment de faire ma publicité, les mecs, hein. C'est le moment où je me suce. Je trouve ce format bien. Et c'est pour ça que s'il y a des personnes qui consomment Hugo Décrypte, c'est pas un gros mot. Parce que c'est le même principe de zapping. C'est le même principe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et qui viennent s'informer. On voit donc que c'est un sujet qui est beaucoup. C'est pas un beaucoup plus doublon large. stream, non. C'est pas un C'est doublon. un travail qui a été réalisé dès le premier jour, What? sans levée de fonds, sans pas un avoir doublon. été racheté non plus. Gaspard aussi en parlait tout à l'heure, sans avoir été racheté préfère non plus par CNews. un grand groupe ou autre qui serait capable potentiellement d'injecter beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je détiens l'intégralité de la chaîne et au passage, on ne reçoit pas non plus de subventions publiques. Bizarre, alors le hein. nom de la chaîne, Hugo Décrypte, peut laisser penser à quelque chose de très personnel dans Je vais l'approche. surveiller ce mec. En réalité, c'est tout autre. D'abord parce que j'ai beau incarner encore un certain nombre de contenus sur la chaîne. C'est un macroniste. D'abord, personne ne s'informe via nos différents réseaux pour avoir mon opinion personnelle sur tel ou tel sujet. Les gens qui suivent nos réseaux a priori s'informent. On le voit dans les retours pour avoir une information qui se veut rigoureuse, qui se veut fiable, qui se veut factuelle, quels que soient les différents formats que l'on peut proposer. Par ailleurs, Je regarde Hugo Décrypte de temps en temps, les amis, quand vraiment je veux m'informer. C'est vrai qu'il ne se mouille pas. C'est aussi un exercice qui peut plaire. Comme le mec qui fait des millions de vues, il y a des personnes qui ont besoin de retrouver ces médias, ils ont besoin de retrouver cette forme de journalisme neutre. Parce que c'est vrai que maintenant, on n'a que des idéalistes. Toutes les personnalités qu'on voit qui ont fait le journal, qui ont fait les journaux depuis qu'on est jeune, je pense notamment aux grandes gueules, quand tu vois Truchot et Olivier Marchal, c'est une catastrophe, les mecs, hein. Donc est-ce qu'au final, on n'a pas besoin de retrouver une forme de neutralité, de retrouver les belles âmes, les belles années du journalisme français? Je vous pose la question, le chat. Je vous pose la question. Est-ce qu'on n'a pas envie de retrouver cette forme de journalisme qui était super intéressante il y a plusieurs années? Peut-être. Peut-être, hein. Peut-être. Il est plutôt bon dans l'exercice en vrai. Ben moi, je consomme ses vidéos. Pas tous les jours non plus, mais je regarde de temps en temps. Il est bon dans ce qu'il fait. Il est bon dans ce qu'il fait.
Après, Hugo décrypte. Qu'est-ce qu'il décrypte exactement? Je ne sais pas. Parce que décrypter, ça suppose d'avoir un biais où tu vas un peu donner ton avis. Je pense qu'il décrypte pas grand-chose, quoi. Je suis pas tout seul à travailler sur la chaîne, c'est plus un projet personnel. Nous sommes 42 aujourd'hui au sein de l'équipe à travailler au quotidien sur ces différents formats. Parmi eux, il y a 16 journalistes à temps plein qui disposent de la carte de presse. On pourra peut-être en parler après, ça n'a pas été évident au départ, mais qui disposent aujourd'hui de la carte de presse, dont certains aujourd'hui d'ailleurs qui incarnent les différents contenus qu'on peut proposer sur les réseaux sociaux. L'approche et la rigueur comme ça qu'on s'impose depuis le début, elle est là depuis le début, mais la reconnaissance par cet écosystème-là, 42. des médias, des journalistes, elle s'est faite de façon beaucoup plus progressive. Je me souviens encore de l'invitation, soit dans certains médias, soit dans certaines écoles de journalisme, Jean, je peux en témoigner aussi, où notre travail était parfois jugé, critiqué, et honnêtement souvent par principe, c'est-à-dire que le simple fait d'essayer d'informer sur les réseaux sociaux, de faire ce travail de pédagogie sur les réseaux sociaux, était vu comme quelque chose d'impossible, quelque chose comme trop superficiel, pas à la hauteur, on va dire, des sujets qui pouvaient être traités. Aujourd'hui, ce qui est Mais intéressant... attendez, ils ont préparé leur bail, hein. Moi, je suis désolé, je pourrais pas faire de longues tirades comme ça qui vont durer 5-10 minutes. Ils parlent beaucoup, hein. Waouh. observer, c'est que nos formats les plus courts, ils sont notamment sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram. C'est des sujets qui font en moyenne 2 minutes. 2 minutes, c'est déjà une longueur très comparable, voire supérieure à certains sujets que l'on peut retrouver sur des journaux télévisés ou sur des chaînes d'information. Et ça, c'est nos formats les plus courts. Maintenant, ça, c'est une minorité de nos contenus. La plupart de nos contenus, ce sont des contenus qui sont plus longs. C'est des entretiens, par exemple, avec des responsables politiques. Ça peut être lors d'élections, ça peut être Emmanuel Macron, le président de la République, lors de sujets d'actualité qui sont forts. Ça peut être des chefs d'État étrangers, notamment Volodymyr Zelensky en Ukraine, avec une interview de près d'une heure qu'on a pu proposer sur YouTube. C'est des reportages, c'est... Putain, il a eu Zelensky, les mecs. Il a le bras long quand même, hein. Il a le bras long pour avoir réussi à rentrer en contact avec Zelensky et l'avoir en interview. Putain. Des enquêtes, c'est tout un tas de grands formats que l'on propose désormais. Aussi, plus récemment, des déclinaisons locales de notre travail pour essayer d'informer aussi à l'échelle locale parce qu'on considère que c'est important. On a un prisme sur notre média qui est très porté sur l'actualité internationale et on estime que c'est extrêmement important. On a ouvert des bureaux à Marseille, à Lyon et au Québec aussi. Donc il y a un enjeu de francophonie de notre côté pour essayer d'informer aussi à l'échelle. Mais attends, mais il pèse ce mec. Il a ouvert des bureaux. Mais attends, mais ce mec il pèse plus que le média. Il pèse plus que vos médias qui n'ont pas de buzz. Oh, c'est un truc de ouf. Attends, il a ouvert des locaux. Local avec des journalistes sur place qui font ce travail au quotidien, notamment sur les sujets politiques, avec les municipales notamment récemment. Et enfin, on a aussi lancé un nouveau média récemment, il y a près de 2 ans maintenant, qui s'appelle Élan, un média qui vise à aider les jeunes à entrer dans ce qu'on appelle, avec des guillemets, mais la vie d'adulte. Donc c'est tout un tas de sujets qui nous paraissent essentiels là aussi à vulgariser et à rendre accessibles. Ça peut être de la découverte de filières, la découverte de certains métiers qui sont parfois méconnus. Ça peut être aussi des questions très pratiques. On n'apprend pas à l'école à trouver facilement un logement. Pendant ce temps-là, Dofla t'ouvre juste ta porte d'entrée. Dofla, tu montes compte ton équipe. Moi, je suis bien tout seul, les gars. Moi, je suis bien. Après, les mecs qui travaillent pour Hugo Décrypte, évidemment, les gars, c'est des monteurs. C'est des mecs qui vont aller chercher les infos avec des connexions avec l'AFP, par exemple, qui ont des dépêches. Faut savoir que ces mecs-là, la plupart des journalistes, vraiment des grands journalistes, ils ont des boucles. Ils sont sur des boucles WhatsApp où, quand tu as une carte de presse, etc., tu peux rentrer dans cette boucle dépêche AFP où ils ont vraiment des exclusivités de fou. Et il y a des mecs qui s'occupent du contenu Instagram, du contenu YouTube, du contenu aussi TikTok. Je pense, ouais, il a une équipe intéressante, hein. 16 journalistes quand même, hein. 16 journalistes. Franchement, bravo. Bravo. Après, évidemment, les gars, quand tu fais des news qui font des millions de vues, quand la vidéo elle fait 10 minutes, 15 minutes, croyez-moi, les amis, c'est des milliers d'euros qui sont générés par vidéo, hein. Et encore, je suis gentil, j'ai dit 1000 euros, mais c'est à peu près du 1500 euros, 2 millions. Parce que là, on vous parle de millions de vues. Millions de vues, les mecs. Et ça, c'est tous les jours, parce qu'il sort une vidéo tous les jours. Tous les jours. Eh oui. Ou à, il faut le savoir. Ou à, je ne sais pas, préparer un CV ou bref, faire sa première déclaration de revenus peut-être plus tard. C'est des choses aussi, on essaie d'accompagner et d'aider les jeunes, mais aussi d'ailleurs, au-delà de la dimension pratique, de sensibiliser un certain nombre de sujets et de porter un certain nombre de sujets, notamment en matière de santé mentale, parmi d'autres. Aujourd'hui, on compte plus de 20 millions d'abonnés cumulés. 20 millions d'abonnés cumulés, putain. La question, c'est parmi lui, Thibaut et Squeezie, qui est le plus riche? C'est qui le roi des Blancs? Vas-y, toi. Sur les différents réseaux sociaux. Le roi des Blancs. Il y a un sondage récent réalisé par Odoxa
Doxa pour Influx qui indiquait que près de la moitié des 18-24 ans s'informent une à plusieurs fois par semaine via notre chaîne YouTube. C'est un tiers aussi des 25-34 ans qui s'informent au moins une fois par semaine sur notre chaîne YouTube. Et autre chiffre intéressant qui était ressorti de l'étude, qu'on n'a pas commandé, mais il s'avère que j'ai pu voir les résultats, la durée moyenne d'écoute ou de visionnage est de 15 minutes sur une session. Donc encore une fois, ce n'est pas des sessions qui sont courtes, c'est plus d'une fois par semaine et c'est souvent 15 minutes en moyenne par session. Et surtout, on voit... Attends, mais what? Mais attends. Il a un watch time de... Il y a des mecs en moyenne qui regardent 15 minutes de Hugo Décrypte. Attends, mais ce mec-là, il pèse de ouf. Il réussit à être indépendant. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont essayé de le racheter. Les Mathieu Pigas, les Xavier Niel. Des mecs qui veulent essayer d'absorber du Hugo Décrypte, là. Donc là, toi, c'est combien? Je vais aller regarder la stat sur ma chaîne YouTube. Mais après, moi, j'ai un bon watch time sur Twitch, parce que moi, je suis plus streamer que YouTuber. J'ai un très bon watch time sur Twitch, parce qu'en moyenne, je stream 3h, 4h, et vous restez en moyenne 55 minutes à 1h, les mecs. C'est énorme. C'est énorme, les mecs. C'est vraiment énorme. Par contre, sur ma chaîne YouTube, je vais aller voir. Attendez, je vais aller voir. Une évolution au fil des années. Pour autant, et je terminerai là-dessus, le succès de notre chaîne et de son développement, il ne doit pas omettre, selon moi, une réalité. Nous, on a réussi à se construire, à se développer après plus de 10 ans, mais la réalité, c'est qu'il y a en ligne, sur les réseaux sociaux, énormément de créateurs de contenu d'information, énormément de journalistes, énormément de médias aussi qui se créent en collectif et qui ont du mal à trouver un modèle économique qui est viable, qui est stable et qui est serein, et ce, alors que ils font un travail absolument crucial et vital d'information sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on aura l'occasion. J'ai 53% de mon contenu YouTube qui est consommé sur mobile, 24% sur ordinateur. Donc ça veut dire que les mecs qui regardent les dépêches que je poste sur YouTube, c'est des mecs qui sont dans les transports en commun. Voilà, ils regardent sur leur téléphone au calme, au travail ou peut-être dans les transports en commun. J'ai 21% de 25-34 ans, 23% de 35-44 ans. J'ai des darons quand même, hein. J'ai 20% de 45-54 ans, sympa. 84% sont des hommes, 15% sont des femmes. Bonjour mesdames, bonsoir. Mais j'arrive pas à trouver la stat de ma moyenne. Ma moyenne de consommation. Ah oui, moyenne de consommation de mes vidéos, 10 minutes. Moyenne de consommation de mes vidéos, 10 minutes. Donc, mais la moyenne de mes vidéos, c'est à peu près 18 minutes, 20 minutes. Parfois, je poste des vidéos de 15 minutes. Les gens restent en moyenne 9 minutes et 15 secondes sur mes vidéos. Voilà. D'en parler. En tout cas, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là et d'essayer de répondre à vos questions. On va peut-être avoir plusieurs questions. Alors, je vais avancer un petit peu, les amis. Il a fait une longue introduction. Alors, Gaspard, avec tout le respect, ça, c'est la seule personne que je vais skip ce soir. Alors, sur Twitch, le modèle économique de base, c'est le financement participatif. Sur Twitch, il est possible de donner de l'argent à son créateur préféré ou à ses créateurs préférés. C'est un peu le modèle économique du chapeau, si vous voulez. Chacun met une pièce, ceux qui veulent mettent une pièce, et à la fin, ça permet à l'artiste de vivre. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est pour l'essentiel des émissions que je fais. J'ai aussi quelques revenus publicitaires. Twitch partage avec moi un petit bout des publicités que j'affiche ou que j'accepte d'afficher sur mes émissions. En ce qui me concerne, je n'en affiche aucune parce que j'en ai pas envie. Donc, je m'assois sur un revenu. Attends, quoi ? Attends, il n'y a aucune pub chez Jean Massier? Sérieusement? Ok, d'accord, c'est quelque chose que j'apprends. D'accord, je ne savais pas. J'apprends quelque chose. Après, bon, quand t'es financé par le CNC, quand t'as 3000 subs, je pense que tu peux te passer. Je ne sais pas si papa maman rince. J'en sais rien, les gars. Mais prends des notes de flamme. Oh là là. Moi, je peux pas faire ça, les mecs. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas, moi. Il a dit pas de CNC. Mais les gars, il me semble qu'il a... Backseat. Backseat, les mecs, c'est pas financé par le CNC. Backseat. Ouais, je vais me renseigner. Oui, voilà, Backseat, c'est le CNC qui finance. Donc je ne sais pas si avec les calculs, parce que les gars, dans le financement, il faut prendre en compte les salaires, hein, parce que l'aide que le CNC t'offre, c'est de l'aide, mais pas que pour le matériel, hein, c'est pas que pour le matériel. Donc il y a le financement participatif et je ne sais pas si le CNC finance aussi une partie de Backseat,
Mais je vais me renseigner, les amis, je vais me renseigner parce que j'ai pas envie de dire des fake news. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du financement participatif dans Backseat. C'est tout, ça c'est vrai. Et puis par ailleurs, j'ai aussi des partenaires avec lesquels, pour le coup, je fais de la publicité, de l'annonce de partenariat. Je fais des émissions sponsorisées. J'ai travaillé par le passé avec... Dofla, il a dit, ah mais les gars, la vie de ma mère, hein. Là je le jure sur ma mère, les mecs, je le jure sur ma mère. Le jour où j'ai 3000 subs, je retire les pubs, hein. J'ai aucune raison de laisser les pubs quand j'ai 3000 subs. 3000 subs, c'est à peu près 5000 euros, 6000 euros, alors pas encore net d'impôts, hein, c'est brut. 6000 euros brut. Je pense que je vais retirer les pubs, honnêtement, les mecs, hein. Mais là, j'ai 600 subs. On est très loin des 3000, les mecs, hein. On est très loin des 3000. Je suis à 600. Je suis à peine à 600, là. Donc bon, merci pour le sub, monsieur Insercoin. Merci à partie... Qu'est-ce qui se passe, là, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, imagine avec les pubs combien tu vas gagner. Bah, on va dire, les amis, que les pubs compensent un petit peu le fait que j'ai pas beaucoup de subs. Genre, en moyenne, Jean Massier, il en a 3000. Je crois que Clément Viktorovitch, il en a 6000 ou 5000, je crois, un truc comme ça. Là, on est vraiment sur un autre niveau. Après, ça scale. Ça scale avec son nombre d'audience. Comme le mec, il a 8000 viewers en moyenne, il y a de fortes chances que les mecs vont s'abonner à du Clément Viktorovitch, tu vois. Zawa Prod, je crois qu'ils ont 3000 subs, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment... On n'est pas sur la même échelle, les mecs. On n'est pas sur la même échelle. T'as capté. Mais merci pour vos subs, les mecs. Merci en tout cas. Ouais, Viktorovitch, par contre, il a 6000 subs, mais il laisse les pubs. Ils laissent les pubs, les mecs. Mais c'est leur choix, les gars. C'est leur choix, c'est leur choix. Merci à Guero pour le sub. Merci, mon gars. Merci. Frère, t'as aussi ta place là-dedans. Non, mais après, moi, je suis pas là, les gars. Moi, je suis pas là pour faire le miskin, hein. Je suis pas du tout là pour faire le miskin. C'est juste que j'apprends que monsieur Jean Massier retire la publicité de sa chaîne Twitch. C'est un choix qui lui appartient, les mecs, hein. C'est un choix qui lui appartient. Tant mieux pour lui, hein. Tant mieux pour lui. Peut-être qu'il a coffré, peut-être que les darons y rincent, peut-être qu'il a un patrimoine d'enculé, peut-être qu'il estime que 3000 subs plus le financement participatif, c'est suffisant pour retirer les pubs, pour éviter voilà, de s'engraisser encore plus. C'est un choix qui lui appartient. Merci Léo Kitty pour le sub. C'est tout à son honneur. Exactement, tout à son honneur. Avec le Conseil d'État, par exemple, qui a été un client. J'ai travaillé avec, en ce moment, un service de livraison de nourriture à domicile pour qui je fais de la communication. Et ensuite, une de mes émissions, je fais une émission par jour, une de mes émissions qui s'appelle Backseat, qui a lieu le jeudi. Elle a son modèle économique séparé. J'en suis coproducteur et cette émission fait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est son financement, elle ne fait pas de bénéfices, quasiment pas. Et là, on a à peu près 40% qui est du financement participatif. On a 30% qui sont des partenariats, là aussi de la publicité. Et le reste, c'est soit des ventes de places pour le public, soit une toute petite aide du CNC. Toute petite aide du CNC. Toute petite. Ok. Merci Olive pour le sub. Intéressant. Ok. Toute petite aide, t'es sûr? Ok. Ah oui, je le crois, les mecs, je le crois. Je n'ai pas dit que c'est un menteur. Je dis simplement, ok, pas de problème. De mon côté, c'est assez similaire sur la forme. Et pour rappeler au passage le contexte, qu'on n'a pas de subventions publiques, on n'a pas non plus de grands groupes capables d'injecter de l'argent. Je pense que de mon côté, et c'est sûrement la même chose pour Gaspard et Jean, il y a une volonté, encore une fois, de faire en sorte que le contenu soit accessible au plus grand nombre. Et pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, dans notre cas, ce serait compliqué de le mettre derrière un système par abonnement et un paywall, comme on l'appelle, parce que forcément le contenu serait beaucoup moins accessible et quand on veut informer des jeunes, c'est pas forcément idéal. Et lui, donc c'est la monétisation effectivement via la publicité. Même chose, très rapidement, mais c'est les publicités qui vont s'afficher avant les vidéos ou avant les podcasts, par exemple, dans le cas des podcasts. C'est des partenariats qui vont être faits. Donc, on l'a dit, on a une quarantaine de personnes dans l'équipe. On a des journalistes qui ont la carte de presse, qui font leur travail. On a aussi une équipe commerciale chargée de ces sujets et qui justement gère cette dimension-là et ensuite la diffusion sur nos différents réseaux. Et évidemment, déjà c'est la loi, mais même avant tout ça, on était très clair et transparent dessus. Dès qu'un contenu est réalisé avec une marque, c'est indiqué noir sur blanc et ça évidemment c'est quelque chose qui est fait. Je pense que c'est évident pour tout le monde, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est obligatoire de toute façon depuis quelques années. Et ensuite, on a d'autres sources de financement. On n'a pas de financement participatif comme on peut avoir sur Twitch, parce qu'on n'est pas sur Twitch notamment. Donc, c'est une des raisons qui est assez simple. On a aussi... Après, le truc, c'est que...
Attends, je vais écouter son financement parce que le fait de poster tous les jours des vidéos qui font des millions de vues, je pense, mec, tu brasses tellement d'argent que t'as plus besoin d'avoir des publicités de marques, financement CNC ou des trucs à côté, t'as capté. Vraiment là, j'ai l'impression que son gros chiffre d'affaires, c'est 90% de publicité. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est vraiment toute la publicité qui fait le média, quoi. Si, tout un travail qui peut se développer de production de vidéos et de production de formats, notamment avec des groupes audiovisuels. Il a 42 salariés de Fla. Tu abuses un peu, je pense. Bah non. Bah après, il va expliquer, hein. Mais moi, je pense que 90% de son chiffre d'affaires provient de la publicité, les mecs. Ok, il y a 42 personnes à payer, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça, j'ai rien dit, les mecs, par rapport à ça. Hein. J'ai rien dit, hein. Mais il faut savoir quelque chose, le chat. Je vais vous apprendre quelque chose, hein. Mais YouTube paye bien. YouTube paye bien, vraiment, en termes de CPM, donc le coût pour 1000 vues, sur de l'information, sur de l'actualité, sur le divertissement, etc., c'est bien payé. Voilà, donc je sais qu'il n'est pas tout seul, il a dit tout à l'heure qu'il a 42 collaborateurs. C'est bien, hein. On a travaillé notamment dans le passé avec France Télévisions, et donc voilà, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. L'essentiel des revenus sont je vais vous dire, je suis à combien, moi, liés à la monétisation, je vais vous dire, je suis à combien, plus au partenariat davantage que la monétisation. C'est l'élément qui... Exactement, parce qu'en fait, là, faut se rendre compte que la monétisation des vidéos, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que de se dire, pour 1000 vues, on va faire X euros sur YouTube, c'est quelque chose qui est important. Ça a l'avantage d'être quelque chose de stable quand on a un rythme de diffusion qui est stable, mais en termes de proportion, nous, on serait incapable de payer 42 personnes avec la monétisation des vidéos ou des podcasts ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment la dimension. Ah, c'est pas assez. Ah, my bad. Ok. Le mec, il nous sort une vidéo tous les jours à 1 million de vues, mais la publicité, juste la publicité YouTube n'est pas suffisant pour payer 42 personnes. D'accord. D'accord. Intéressant ce passage. Ok, j'étais pas au courant. Par contre, je vais vous dire, moi je suis à 3 € les 1000 vues. Alors ça dépend des mois, Mais par exemple, je vais vous apprendre un truc, les amis. Ça, c'est une dinguerie. Au mois de décembre, hein, donc le mois de novembre. Le mois de novembre, je suis à 8 € les 1000 vues. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, les mecs. C'est vraiment exceptionnel. 8 € les 1000 vues, c'est un chiffre de fou. Hein. C'est un chiffre de fou. De partenariat qui est indispensable et qui est importante dessus. Par rapport aux plateformes, vos liens avec aux plateformes... Ok, non mais d'accord, putain, ok. Bah après, c'est 42 personnes, c'est énorme quand même. Hein. Putain, c'est... J'avoue que c'est un beau gros score. Attends, je vais écouter Hugo. Désolé Gaspard, je t'ai invisibilisé, pardon, mais au calme, je suis désolé, hein, mais il faut bien en sacrifier un, quoi. Il y a football après, hein, il y a football. Les partenariats qui peuvent être faits et qui sont gérés directement, et quand je dis gérer, c'est même produit directement par le média ou le créateur de contenu. C'est une commission, dans ce cas, c'est une commission. Typiquement YouTube prend 0%, d'ailleurs ils sont même pas dans la boucle de quoi que ce soit. Une distinction potentielle que vous avez peut-être vue notamment avec certains médias en ligne, notamment avec qui vous avez pu parler, les médias en ligne nés sur les réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir une régie publicitaire pour être capable de vendre une partie de l'inventaire publicitaire de YouTube en plus de ce que YouTube gère directement. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour résumer, Google et YouTube placent automatiquement des publicités avant les vidéos sur YouTube. Il y a un partage de revenus plus ou moins de 50-50, si je ne dis pas de bêtises, entre le créateur de contenu ou le média et Google. Mais pour ce qui est, mais les médias ont aussi la possibilité de vendre eux-mêmes, s'ils ont un annonceur, une marque de luxe qui dit « moi je veux être sur votre chaîne précisément ». À ce moment-là, il y a un partage de revenus aussi, que je ne maîtrise pas entièrement, mais il me semble qui est différent. Voilà dans les grandes lignes. Sur la question du lien avec les plateformes, alors cette fois-ci sous un autre aspect, et évidemment votre audience dépend de la visibilité que vous avez sur chacune des plateformes, vous êtes présent en tout cas, et la visibilité dépend... En vrai, Dofla, il doit y avoir 200 000 € de masse salariale pour ses salariés, donc oui, les pubs ne suffisent pas. Oui, c'est vrai qu'après les gars, je pense qu'ils sont pas tous au SMIC, hein, les 42 salariés de Hugo, je pense qu'il y a différents les monteurs, etc. Je pense qu'il y a différents aussi échelles sur les grilles de salaire. Oui, vous avez raison. Donc là, tu peux répondre à ma question, je suis vraiment curieux de savoir. Attendez, je vois. Question. Salut, si la vidéo est un contenu musical, c'est moins bien payé sur YouTube. Ah, je sais pas. Ah là, tu me poses une colle. Je ne sais pas du tout. Je sais que le jeu vidéo, quand tu fais une vidéo let's play, par exemple, sur Minecraft ou j'en sais rien, je sais que les jeux vidéo sont plutôt bien payés sur YouTube. Les annonceurs aiment bien faire la promotion sur des vidéos de jeux vidéo.
L'information, l'actualité, le divertissement, c'est bien payé aussi sur YouTube. La musique, je sais pas. J'avoue que la musique, je sais pas. En fait, le problème de la musique, c'est que comme c'est court, bah c'est pas très rémunérateur, tu vois. Alors que plus la vidéo elle est longue, plus c'est rémunérateur pour le créateur de contenu, mais aussi pour l'annonceur aussi. Donc voilà. Et j'y connais pas, je suis pas dans le marketing, les mecs, j'y connais pas vraiment quoi. Voilà, j'y connais pas vraiment. Ce qui permet d'avoir une certaine visibilité sur les plateformes, comment ça se passe ce lien? Alors, je réponds en premier parce que je suis assez peu concerné. Comme je vous le disais dans mon propos introductif, Twitch a très peu d'algorithmes. Twitch, c'est très brutal, Twitch en réalité. Vous avez les plus gros contenus, en tout cas en nombre de spectateurs, qui sont mis en avant par ordre décroissant. C'est aussi simple que ça. Il y a un petit algorithme de recommandation qui existe pour des chaînes recommandées, mais qui se base sur la langue que vous parlez et sur les contenus que vous avez consultés précédemment. Mais c'est pas vraiment un algorithme, c'est une base arithmétique assez simple. Quelle était votre deuxième question, excusez-moi? C'est vrai qu'il pue sa mère l'algorithme Twitch, les mecs. Hein. Ah, si vous voulez percer, hein, je vous dis le chat, hein, si vous avez envie de faire du contenu politique, si vous avez envie de partager vos avis, etc., ne le faites pas sur Twitch, les amis. Hein. Faites-le sur YouTube. Hein. Franchement, faites-le sur YouTube. À un moment, bah, littéralement, quand j'ai signé mon contrat avec Canal+, il y a 3 ans, TPMP, tout ça, je gagnais 3 fois plus d'argent sur YouTube que sur ma chaîne Twitch, les mecs. Hein. Et pourtant, sur ma chaîne Twitch, j'étais aux alentours de 700 subs, 800 subs à l'époque TPMP. Merci les gars. Mais le plus gros de mon revenu, c'était sur YouTube. C'était vraiment sur YouTube. Je ne sais pas comment vous avez connu ma chaîne Twitch, les amis. Mais moi, la plupart de mes viewers venaient de YouTube, venaient aussi de la Zawa Prod. Ils sont venus aussi avec les différents raids de Papsan. Donc merci aussi à Papsan de m'avoir fait un raid. Mais ouais, l'algorithme Twitch, il pue sa mère, les mecs. Hein. Il pue sa mère. Il y en a qui m'ont connu grâce à Dofus. Mais oui, les gars, mais bien sûr, c'est les fameux 1%. 1% de ma commu qui est resté fidèle quand j'étais mineur jusqu'à mes 32 ans. On a grandi ensemble, les mecs. On a grandi ensemble. Eh oui. Je t'ai connu grâce à la chaîne Twitch de Danny Eras, grâce à Pantoufle. Oui, Pantoufle aussi. Très bon soldat qui m'a balancé aussi quelques raids de temps en temps, qui parlait aussi de moi et tout. Donc, ouais, c'est du bouche à oreille, les mecs. C'est vrai que c'est du bouche à oreille. C'est vrai. Stream de Kameto. Kamel, mon gars. Office et Kamel. Ah, la dissolution aussi. La dissolution, les mecs. C'est vrai. Sur la visibilité, est-ce que vous avez des data scientistes qui essayent de vous accroître la visibilité ou data scientistes, oh putain. Essayer d'analyser quels sont les contenus que vous produisez qui ont le plus de visibilité et du coup, est-ce que ça a un impact aussi sur votre production de contenu? Alors pour le coup, ça ne va pas être mon cas puisque je traite de l'actualité politique. Ouais. J'ai coutume de dire que c'est l'actualité qui m'impose les sujets dont je parle, c'est pas moi qui les choisis. Donc je parle du sujet du moment et j'espère que les gens me suivront. Mais je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Pareil pour moi. C'est vrai qu'en termes d'analyse, c'est vrai qu'en termes d'analyse, par exemple, le pic de ma chaîne, cette année, c'était littéralement les résultats des municipales. Voilà, résultat des municipales. L'algorithme ne m'a pas mis en avant, hein. L'algorithme était normal et tout. Et c'est juste le fait que les viewers voulaient regarder ma réaction sur les municipales. Ils ont tous cliqué sur Dofla et voulaient voir le truc. Et puis voilà. Hein. Je pense que ça va être la même chose pour les présidentielles. Je pense aussi. Je pense que si par exemple, je sais pas moi, lundi prochain, BFM TV organise un débat Zemmour contre Mélenchon, j'en fais la promotion 6 jours avant, le jour J, je pense que j'aurai un pic d'audience. Je pense. Il y a la front page aussi sur Twitch, ouais, il y a la front page. Mais en fait, la front page, pour l'avoir, c'est assez difficile parce qu'il y a une file d'attente. Il y a beaucoup de streamers qui réclament d'être mis en avant et du coup, il y a une file d'attente et parfois Twitch refuse ta candidature. Voilà. Twitch peut refuser ta candidature aussi. Voilà. Non, mais pour préciser, pareil, on a beau avoir du monde dans l'équipe aujourd'hui, il n'y a aucun data scientist. On passe du temps nous-mêmes sur les réseaux sociaux à essayer de comprendre comment ça fonctionne et faire des contenus qu'on juge pertinents pour informer du monde sur les réseaux sociaux. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, concrètement, ça veut dire tester des choses, voir en fait comment est-ce qu'on peut informer sur ces différentes plateformes. Quand on arrive sur TikTok en 2020, il n'y a aucun média ou quasiment aucun média d'information. Pas toujours un Mehdi, on se dit, il y a des millions de jeunes qui sont présents sur ce réseau. Oui, c'est des formats courts.
jour, mais peut-être qu'on peut essayer encore une fois de faire des formats au moins de 2-3 Merci petit minutes soldat pour pour le seul. sensibiliser à Merci, certains Manda. sujets, pour vérifier certaines fausses informations et faire ce travail de pédagogie, enfin, voilà, pour informer sur ce réseau. Et donc on crée des choses et on essaie de voir si jamais ça permet d'informer. Un enjeu, une question ensuite qui vient, c'est est-ce que les algorithmes viennent dicter finalement notre contenu. J'anticipe un peu une question qui revient à juste titre souvent. Je pense que sur les formats, les grands formats évidemment, qu'on est de fait sur YouTube, il y a des formats qui sont propres à YouTube. On ne va pas faire la même chose que sur TikTok. Donc de ce point de vue-là, oui, d'où les différents essais qu'on peut faire. Maintenant, sur le fond, absolument pas. Et à tout point de vue, absolument pas. Ce que j'entends par là, c'est qu'on traite les mêmes sujets sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. On a la même approche, on a la même façon d'aborder les sujets. On a aussi une ligne éditoriale et parfois, il y a des sujets... Donc là, est-ce que tu te considères comme média d'information? J'ai l'impression que je fais... commission, mais sur mon stream. Je pense que je peux me considérer comme un média d'information, oui. Information / éditorialiste. Je suis un commentateur de la vie politique. Ouais. Commentateur politique. Oui, c'est pas un gros mot de le dire. C'est comme Jean Massier l'a dit tout à l'heure, il n'est pas journaliste, mais ça ne le dérange pas qu'on le catégorise, qu'on l'appelle journaliste. Et moi, c'est la même chose. Je partage aussi cette idée. Je préfère qu'on m'appelle journaliste que influenceur. Je ne suis pas un youtubeur, je ne suis pas un influenceur. Je suis un créateur de contenu, streamer, journaliste. Ça me dérange pas qu'on m'appelle comme ça. Commentateur de joutes verbales, j'aime bien aussi. J'aime bien. On sait qu'ils ne vont pas fonctionner, je dis ça avec des grosses guillemets, mais on considère que c'est important d'en parler et donc on va en parler. On a par exemple un format d'actu du jour sur YouTube et en podcast. On met régulièrement à la une de ce format d'actu du jour des sujets géopolitiques qui ne font jamais ou quasiment jamais la une des médias, mais on estime que c'est important. Au Soudan par exemple, une crise humanitaire. Non mais tu fais du commentaire, tu partages ton opinion, tu ne produis pas de l'information. Je ne produis pas de l'information, mais je relais des informations. Donc en quelque sorte, c'est du média d'information. C'est un peu comme Jean Massier. Jean Massier, il produit une opinion, mais ça reste un média d'information parce qu'il partage l'actualité du jour. Exactement comme moi au final. Donc oui, je suis un média quoi. Je suis un média d'information. Ou la guerre au Yémen, ou des sujets de ce type-là. On sait que c'est pas des sujets qui vont faire beaucoup de vues, c'est bizarre dit comme ça, mais factuellement c'est le cas, mais on considère que c'est important, et on va en parler dans tous les cas, et on va essayer par contre de sensibiliser le mieux possible à ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que tu racontes du coup, Bémo Preux, évidemment, de fait impacté par les algorithmes, médias d'information, c'est à nous oui, aussi d'accord. de tenir en quelque sorte notre ligne, de faire ce travail au mieux pour informer le mieux possible. Pas de data scientist non plus chez nous. Mais c'est quoi ça, un data scientist? C'est quoi ce truc? Attends, je vais avancer un peu. Écoutez Jean Massier. Un data scientist. Visiblement des candidats, j'ai cru comprendre, de la France Insoumise, qui avaient été visés par des campagnes d'ingérence qui venaient, semble-t-il, d'Israël, d'après les premiers éléments d'enquête. On a eu des ingérences russes aussi. En tout cas, la Russie a tenté de venir provoquer le débat public français. Pas en touchant les algorithmes, parce qu'ils ne peuvent pas, mais en faisant un usage assez malin de nos trouilles, de nos peurs collectives, qui peuvent monter très très vite, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, sans être alarmiste, je considère que le danger n'est pas forcément du côté des plateformes, en tout cas en première intention, mais peut être du côté de puissances étrangères bien malines. Et pour compléter sur ce point-là, un exemple peut-être le plus marquant, ça a été évidemment l'exemple de X avec Elon Musk. Je pense que vous l'avez tous suivi, où le réseau social a quand même été largement transformé en l'espace de quelques temps, avec parfois d'ailleurs au départ des principes qui, dans l'idée, sont pas des mauvaises idées. Moi, l'idée de me dire, quand ils ont introduit les notes de la communauté, donc l'idée que les citoyens eux-mêmes, enfin les internautes eux-mêmes, allaient se saisir éventuellement de fausses informations et le vérifier avec des sources, etc. Sur le papier, dans l'idée, on peut se dire c'est pas une mauvaise idée, c'est peut-être mieux que d'avoir un groupe privé ou un État ou autre qui irait... Je me demande, les fondateurs de Twitter qui ont vendu la plateforme à Elon Musk, est-ce qu'ils dorment sur leurs deux oreilles? Ils ont quand même vendu un très bon réseau social pour un fils de pute. Ah, j'ai trop le seum, frère. Ah, il a fait n'importe quoi avec Twitter, Elon Musk. Hein. Il a fait n'importe quoi. 44 milliards. J'avoue, ils se sont mis bien. 44 milliards, ils se sont mis très très bien même. Et frère, chef, vous aurez jamais dû le vendre. Hein. Vous aurez jamais dû vendre la plateforme, putain. Faire ce travail-là de vérification, sauf que factuellement, on voit comment est-ce que des coussins de dollars carrément. En quelques années, à quel point est-ce que c'est devenu un des... Donc là, alors crois-moi, quand t'as des milliards, tes oreilles sont bien, ils sont bien. Oui, mais après, moi j'ai bien que tu sois un peu capitaliste et tout, mais s'il y a un peu ton côté humain, un peu ton côté démocrate, politique, etc., anti-Trump, tu sais que t'as donné une arme de destruction massive à ton ennemi politique. T'as vendu en quelque sorte, t'as vendu une arme de destruction massive politique à ton ennemi politique. Je trouve ça dingue, moi.
Je trouve ça dingue. De contenu haineux et de fausses informations. Elon Musk, de toute façon, ne se cache pas de ses ambitions politiques ou ses intérêts politiques en Europe, donc c'est même pas quelque chose qui est caché. Juste pour compléter peut-être sur la question de l'ingérence, moi, un des éléments que je peux voir le plus fréquemment... Ça se trouve, qui te disent qu'ils sont ennemis? Ça se trouve, les fondateurs de Twitter, ils sont pas tout seuls, hein. Jack Dorsey, il y en a d'autres. Ça se trouve, ils sont tous républicains. Vous avez peut-être raison le chat, hein. Vous avez peut-être raison, ils sont tous républicains peut-être, on sait pas. Hein. Plus souvent, c'est quand on traite certains sujets sur la chaîne et qu'on voit une organisation très importante pour être présent dans les commentaires et pour amener soit une opinion, soit tout un tas d'insultes. L'exemple le plus marquant que j'ai pu voir de mon côté, ça a été en fin d'année dernière, on a sorti une bande dessinée qui porte sur la question de la Russie. Dans ce cadre-là, on a publié un grand format de, je pense, 30-45 minutes qui porte sur la question dont Vladimir Poutine, la façon dont Vladimir Poutine exerce son pouvoir, en voyant aussi évidemment toutes les dérives extrêmement importantes et tout ce qui se passe sur place. Dans les heures qui ont suivi la diffusion de cette vidéo, on a eu le droit d'un coup, mais quand je dis vraiment sur un espace de 2-3 heures, à une avalanche de commentaires. Quand je dis une avalanche, c'est des milliers de commentaires en une heure, tous avec plus ou moins le même ton. Je vous laisse un peu imaginer, de toute façon vous pourrez le voir vous-même dans les commentaires de la vidéo, soit à m'insulter personnellement, soit à critiquer le format ou la chaîne, probablement parce que on exposait certaines choses sur la réalité du pouvoir sous Vladimir Poutine. Et c'est pas forcément des bots au sens des robots, ça en vrai j'aurais aucun moyen de le savoir, c'est en tout cas des gens, soit des robots qui sont extrêmement... Ah, c'est les potes de Florent Philippot, mon gars. Il y a tellement de pro-Poutine chez les Patriotes, donc le parti politique de monsieur Philippot. Oh mon dieu, oh là là, oh là là. Structuré et organisé. Et ce qu'il faut garder en tête, et je termine là-dessus, c'est que les espaces commentaires des vidéos, quel que soit le réseau social, ont beaucoup plus d'influence qu'on ne le pense. On pense souvent au contenu en tant que tel, mais l'espace commentaire, il est lu quasiment systématiquement par les personnes qui sont dessus. Moi, quand je suis sur TikTok ou sur Instagram, je regarde le contenu, mais quasiment 100% du temps, je regarde les commentaires dans la foulée. Soit parce que c'est intéressant, soit le plus souvent parce que c'est drôle, soit parce que il peut y avoir mille choses derrière. Donc, il faut être conscient de ça. Des politiques, au passage, on le voit, en sont conscients parce qu'on les voit un peu partout dans les commentaires de certains posts sur les réseaux sociaux. Ils sont conscients de cette visibilité, mais ça peut être aussi un espace d'ingérence d'une certaine façon, que ce soit d'ailleurs étrangère ou autre. Mais voilà, c'est quelque chose qui est évidemment présent. Aussi, merci. Vos propos sont très très éclairants et très très intéressants et vous avez un rôle Putain, c'est la meuf des Républicains, elle, je crois. C'est une macroniste ou pas, je sais plus. Attends, je vais écouter. Majeur évidemment actuellement dans le paysage. Il y a la Ligue des Champions, les mecs, mais je suis absorbé par la vidéo. Je suis désolé, hein. I'm sorry, bro, mais je suis trop absorbé par la vidéo, les frères. N'inquiétez pas, à la limite, vous allez regarder la deuxième mi-temps. Ça y est. Informationnel. Vous disiez qu'il y avait 42 journalistes. Enfin, vous êtes 42, dont 16 journalistes. Comment vous vous définissez? Premièrement, et deuxièmement, dans ces formats nouveaux qui sont très courts, 2 minutes, TikTok, Insta, comment est-ce que ça modifie la compréhension en fait de ceux qui regardent ces vidéos et qu'on ne tombe pas dans l'absence de nuances, vous voyez, dans la simplification excessive en fait de l'information qui est transmise, sachant que vous adressez beaucoup à des jeunes. En tout cas, moi, mes enfants, putain, c'est quoi cette question, frère? Crypt et Jean Massier, ils connaissent tous parfaitement. Non, c'est une très bonne question. D'abord, sur le dernier point, sur la question de comment s'assurer que ça n'induise pas en erreur ou autre. Déjà, il faut quand même rappeler que 2 minutes pour un sujet, surtout avec mon débit de parole, non mais factuellement, c'est plus de signes, c'est plus de mots, plus de caractères que beaucoup de sujets à la télévision. Donc déjà, je pense une forme faut relativiser peut-être tout ça. Et par ailleurs, c'est pas la majorité de nos contenus. Pour cela, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'interdit rarement, voire jamais, de traiter un sujet sur ces réseaux-là, même sur des formats courts, parce qu'on estime aussi que c'est une porte d'entrée pour sensibiliser à certains sujets, pour informer sur certaines choses. On peut se dire parfois c'est trop court, mais c'est souvent, nous on le voit, une porte d'entrée vers des formats plus longs, d'1 heure, d'1 heure et demie, qu'on peut proposer avec des enquêtes, des reportages, etc. sur YouTube. C'est vrai qu'ils commencent à faire souvent ça, Hugo ensuite, encore une fois, il y a un enjeu à faire ce travail de journaliste le mieux possible. Et encore une fois, on a 16 journalistes aujourd'hui qui font ce travail-là, qui vérifient les informations. L'enjeu d'écoute aussi et de... En fait, il faut partir du principe, les amis. Ok, je peux comprendre que y a une hate un peu autour de Hugo Décrypte, macroniste, la blague elle est marrante et tout. Mais partez du principe que son travail est peut-être 1000 fois plus intéressant, journalistiquement parlant, que CNews et BFM TV. Peut-être pas... Alors, BFM TV, vas-y. J'exclus un peu BFM TV, je dirais plus CNews. Parce que quand vous voyez la qualité journalistique de CNews, c'est une catastrophe, les mecs. Hein. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Et c'est loin d'être le pire journaliste. Exactement, Bam. C'est loin d'être le pire journaliste. Vraiment. Vraiment. Quand tu vois le paysage actuel, tu peux pas le critiquer. Tu peux le critiquer peut-être sur d'autres aspects,
mais sur l'essentiel de l'information, la qualité de l'information, neutre en tout cas, hein, qui garde ce ton neutre, là je parle des belles années de journalisme, bah, Hugo Décrypte est 1000 fois plus intéressant que CNews, les mecs. Hein. Vraiment, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. De dialogue en quelque sorte avec ceux qui nous suivent est indispensable parce que je pense que le risque parfois, quand on est journaliste au fil du temps, c'est de se dire que on sait ce qui est important à tout prix. On n'écoute plus trop forcément les questions que les gens peuvent se poser et donc on a notre approche, notre vision. Sauf que parfois on passe à côté de certaines questions que les gens peuvent se poser, soit parce qu'ils ont vu des fausses informations circuler, soit parce qu'ils se posent des questions absolument légitimes. Et cet enjeu d'écoute, je pense qu'il est absolument essentiel pour faire notre travail et adapter aussi notre contenu. Ensuite, sur la première question, il me semble, qui était la question de comment est-ce qu'on se définit, c'est que il me semble que Gaspard aussi le disait au début, mais j'ai un peu arrêté aussi d'essayer d'y répondre, mais parce que factuellement, je me suis lancé déjà sans me poser la question. Je me suis lancé en me disant, je veux faire dès le premier jour un travail qui est fiable, qui est juste et qui respecte en fait tous ces principes-là. Ensuite, qu'on me considère comme youtubeur, comme vulgarisateur, comme créateur de contenu, comme je ne sais quoi. Voilà, je sais pas. Et pour tout vous dire, j'avais été invité par l'UNESCO il y a près de 2 ans maintenant à une sorte de grande journée de table ronde, des discussions. Ils avaient réuni des créateurs de contenu d'information, des gens en tout cas nés sur les réseaux sociaux, qui ont fait du contenu d'information sur les réseaux sociaux. Et ils ont été réunis avec des journalistes de médias traditionnels qui faisaient des choses sur les réseaux ou des journalistes qui avaient quitté des médias traditionnels pour faire des choses sur les réseaux. On a passé quasiment 2 jours à échanger sur cette même question, ce même sujet. On n'a pas réussi à avoir de conclusion parce que de fait, il y a une forme d'hybridation des choses. Voilà, donc maintenant ce que je sais, c'est le travail qu'on fait, ce qu'on apporte, comment est-ce qu'on permet d'informer du monde et sensibiliser notamment des jeunes à des sujets qui nous paraissent importants et essentiels à connaître. Je sais aussi qu'on a au sein de l'équipe des journalistes qui ont la carte de presse et qui font ce travail-là, et c'était important pour eux d'avoir la carte de presse, parce que c'est aussi une reconnaissance de leur travail, une protection aussi à tout point de vue pour eux, une capacité à aller sur le terrain. Moi, je me souviens... Purée, je suis tellement fier de voir qu'il y a une nouvelle génération qui fait peur via les nouveaux médias aux médias classiques. Après... Moi, j'ai besoin des médias classiques parce que ça me permet d'avoir un support pour travailler correctement et de discuter avec vous. C'est vrai que indirectement, j'ai besoin des médias traditionnels pour essayer d'en dégager sa substance et essayer d'avoir une meilleure approche journalistique que ces mêmes médias. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? 2028, Dofla React à Hugo Décrypte. Après, ça sert à rien de réagir à des personnes qui sont neutres, les mecs, hein. Tu apprendras rien du tout au final, hein. Tu n'y apprendras rien du tout, mon gars. Oui. De couverture qu'on faisait de manipulation. En gros, Dofla, il surfe sur la mort des médias mainstream. Peut-être, hein. Peut-être. Et puis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je produirai moi-même mes propres sujets à travers mes propres débats, les mecs, hein. Je vais arrêter de réagir à des débats et je vais peut-être produire mes propres débats. On sait pas. On verra pour l'année prochaine, durant la présidentielle, si je vais inviter un député RN versus un député LFI. Ça va être costaud. Je vais être l'arbitre. Peut-être que ça va être costaud, les mecs. On sait pas. On sait pas de quoi il fait demain. Par exemple, lors de la réforme des retraites, où c'était compliqué parce qu'on n'avait pas encore nos cartes de presse. Et donc, les policiers nous disaient non, vous ne pouvez pas passer, alors qu'on faisait ce travail et qu'on informait beaucoup de monde sur ce qui se passait, sur la réforme des retraites, sur tout ça. Donc voilà, c'était un petit défi, un petit enjeu pour l'avoir. Peut-être qu'on pourra en reparler. Mais voilà comment je essaie de répondre à cette question aujourd'hui. Alors, pour votre première question, comment je me définis? Je me définis par l'objet que je produis. En l'occurrence, sur Twitch, on appelle ça un stream, c'est-à-dire un flux, une diffusion en direct. Je suis donc un streamer. Et vous savez que Twitch est une plateforme historiquement consacrée aux jeux vidéo. Moi, je ne stream pas de jeux vidéo, ou très peu. Je stream de la politique. Donc, je suis un vulgarisateur d'actualité politique. Et ça répond du coup à votre deuxième question. J'assume la simplification. Elle fait partie de mon métier. Je suis là pour expliquer, répondre à des questions parfois complexes, qui appelleraient des réponses extrêmement complexes et qui donnent lieu à des colloques entiers. Mais moi, je n'ai que quelques minutes pour répondre simplement à la question. Et pour ce qui est de la durée, alors moi, je ne fais pas de 2 minutes, je fais plutôt 3 ou 4 heures en moyenne. C'est pas du tout les mêmes formats. Voilà. Ok. Pour compléter la réponse, même si je ne vais pas être très original, je me considère aussi... Enfin, en fait, l'étiquette... Ok, merci Gaspard, avec tout le respect. Jure un nouveau sub. Hop là. L'environnement législatif, il se crée au fil de l'eau. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ce sont des tentations que je pourrais qualifier d'autoritaires, qui consisteraient à confier à l'Arcom un rôle qui serait
un rôle de Léviathan au-dessus d'Internet, qui viendrait mettre son nez dans tous les contenus, dans tout ce que fait chacun pour imposer des règles, etc. Je pense que c'est contraire à l'esprit de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, dont on bénéficie toutes et tous. Donc là, je sais pas si c'est normal, mais Jean Massier, c'est celui qui est le plus à gauche des trois, mais c'est celui qui m'insupporte le plus. Après, Jean Massier, il a son style. C'est vrai que dans ce genre d'exercice, il avait peut-être besoin de montrer de sa personne. Comme il sait qu'il va être suivi sur Twitch, parce que je vais vous expliquer un petit peu les backstage. Je vais vous expliquer un peu. Pour ceux qui ont suivi cet après-midi, Jean Massier a lancé un stream juste avant sa convocation au Sénat. Du coup, il y a eu une ambiance avec son stream. Ouais, tu mets quoi comme veste? Est-ce que je mets la veste grise? Est-ce que je mets la veste bleue? Etc. Bref, peu importe. Et ensuite, il est parti à la convocation. Bon, il a son style, il sait qu'il aime la politique, il a toujours fait de la politique et il aime commenter. Et du coup, il met un peu plus en avant sa personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être qu'il est habitué à l'exercice par rapport à un Hugo Décrypte ou un Gaspard. Voilà, donc il n'y a pas de... Non, il n'y a rien les mecs, il n'y a rien de... Il y a rien. Pour moi, je suis pas choqué du comportement de Jean Massier. Il est dans son style habituel. Voilà. Et c'est pour ça que j'y suis sensible. Rien ne me choque, c'est ok. Je pense qu'on a besoin d'aide sur les modèles économiques dont on a parlé tout à l'heure. Je trouve que les modèles économiques sont encore fragiles, c'est difficile de se lancer, il y a besoin de structurer le soutien. Et notamment, j'en parlais tout à l'heure, je considère qu'il n'est pas normal que le CNC exclue de son aide ceux qui font de l'information. À un an d'une présidentielle, je ne trouve pas ça normal. Qu'on soit obligé d'aller se financer sur le marché privé. Ah bah il a dit. Ah bah il a raison. Le CNC Talent est un fonds d'aide dédié aux créateurs de contenu sur internet par le Centre national du cinéma. Il est selon le CNC dédié aux projets d'expression originale française en première diffusion gratuite sur internet. Et d'ailleurs, pour l'information les amis, donc il y a un truc qui est tombé, le CNC Talent exclut les créateurs de contenu d'information. La dernière personne à recevoir l'aide du CNC pour l'information, c'est Jean Massier, donc 160 000 € perçus. 160 000 €, et la Zawa Prod qui a reçu 106 000 €. Donc c'est les dernières chaînes, les derniers créateurs de contenu, d'information qui ont reçu le financement du CNC Talent. Et après maintenant on est tous exclus. C'est fini, on est tous exclus. Voilà, voilà. Et qui finance le CNC? Alors le CNC il est financé à l'aide des taxes sur les VOD, les vidéos physiques, Netflix, Amazon Prime, Disney+, les tickets de cinéma, et c'est tout. Je crois que c'est comme ça qu'est financé le CNC Talent. Voilà, si je dis pas de bêtises, vous avez le camembert disponible sur le site du Sénat. Voilà. Pourquoi cette exclusion? Alors je ne sais pas s'il y a une explication par rapport à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le contribuable. Bah après les mecs, vous ne financez pas le CNC si vous vous privez de cinéma, si vous n'achetez pas de DVD physique, si vous n'achetez pas Netflix, si vous n'achetez pas Amazon, Disney+, etc. Vous ne financez pas le CNC si vous ne financez pas les Américains. En quelque sorte. On peut dire que c'est de l'argent public, je veux bien entendre l'argument, mais ça reste un financement lié aux taxes, quoi. Lié aux taxes. Moi, j'aimerais juste reprendre un petit moment pour... Putain, ils ont exclu... Putain, je dois abandonner mon dossier, les mecs. J'abandonne mon dossier. Mon dossier du CNC Talent. Électoral 48 heures avant le scrutin, avant 20h le dimanche, c'est bien une règle qui s'applique à tout le monde, y compris aux citoyens et surtout aux candidats. Et je sais que les partis politiques en font des caisses pour dire aux candidats, déconnez pas. C'est un motif d'annulation d'élection. Ah ouais. Karine Daniel. Merci, Monsieur le Président. On voit dans les propos que vous avez tenus qu'il y a... Ça, je vais avancer un peu. Question... Désinformation. Voilà. Je pense que ce qu'on a pu faire au fil des années a pu inspirer potentiellement d'autres médias, et tant mieux. Je pense que si on parle de YouTube par exemple, je souhaiterais qu'il y ait peut-être encore davantage de médias qui aillent sur ces plateformes-là, qui fassent ce travail d'information sur les... Dofla, mais c'est justement fait pour les créateurs vidéo internet, c'est pour dépolitiser à ton avis? Bah en fait, à partir du moment où tu as des journaux qui sont financés
par l'État, des journaux en plus qui font des éditos anti-Mélenchon, totalement assumés, anti-macronistes aussi, parce que liberté d'expression, liberté de la presse, je pense notamment au Figaro, je pense notamment au Monde, je trouve ça dingue. Et pour le CNC Talent, donc pour financer des créateurs de contenu, moi, par exemple, si j'ai le financement, je l'avais déjà expliqué en stream, mais je m'achèterais, par exemple, une nouvelle caméra. Comme ça, si, par exemple, j'ai envie de délocaliser mon stream, au lieu d'avoir une régie déjà sur place, j'aurai ma propre régie pour faire des streams sur place. Sans passer par un ordinateur de monsieur un tel, la caméra de un tel, le micro de un tel, etc. Donc oui, évidemment que je pense que ce format-là, donc pour financer des bons projets, par exemple, hein, je dis n'importe quoi les mecs, un truc comme, enfin une idée comme ça, je suis dans les rues de Bordeaux et je discute avec Mélenchon. Je démarche un régisseur sur place que je paye avec l'aide du CNC Talent, le mec nous filme, on déambule dans les rues de Bordeaux avec Mélenchon, on discute de tout et n'importe quoi. Par exemple, hein, c'est un exemple comme ça les mecs. Moi je trouve ça bien. Ok, c'est politisé, y a pas de souci, mais à partir du moment où tu finances des journaux de la presse écrite, bon bah frérot, la question de la dépolitisation n'existe plus à partir du moment où tu les finances. C'est fini. Bon, pourquoi j'ai pensé à Bordeaux, je ne sais pas les mecs, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eugénie Bassier, journaliste au Figaro, média qui a des aides de l'État, donc nos impôts, quand est-ce qu'on lui enlève ses aides? Ben frère, tu vois, Eugénie Bassier, elle traîne sur CNews, elle reçoit l'argent du CNC parce qu'elle est au Figaro, etc. Enfin, je trouve ça dingue les mecs. Hein. Je trouve ça dingue. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, je pense que c'est absolument indispensable. Nous, on peut faire des choses. On a aujourd'hui on exclut, hein, tant pis. Un format d'actualité au quotidien de 10-15 minutes. On se plonge dans un sujet en profondeur. On a des formats d'interview. On peut interviewer des politiques. On peut interviewer des journalistes sur des sujets. Je repense à ce qu'on a fait récemment, une interview de Fabrice Arfi sur l'affaire Nicolas Sarkozy-Kadhafi. C'est, je ne vais pas dire bêtises, mais je crois que c'est quasiment 2 heures d'interview. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres cadres où il a pu faire comme ça 2 heures d'interview avec des millions de vues sur les réseaux sociaux pour informer sur ce sujet-là. Donc, cet enjeu d'information, on peut le faire sur les réseaux sociaux. Et tant mieux que d'autres médias l'investissent. Ça a pris un peu de temps peut-être au départ, parce que pour plein de raisons, des questions de modèle économique, des questions de gens qui n'y croyaient pas, qui se disaient non, tel ou tel format va continuer à exister, mais il y a des choses à faire, et tant mieux si ils y vont aussi, tant qu'encore une fois, c'est pour apporter ce même travail-là. Oui, je pense que effectivement, alors sans vouloir m'envoyer des fleurs, j'ai été un pionnier sur Twitch en l'occurrence de vulgarisation d'actualité politique. J'ai été un des premiers créateurs de contenu à ne pas faire de jeux vidéo. La première fois qu'un Wesh, il est en train de... Il est flex là, hein. Franchement, c'est un bon flexeur, hein. Ok. Stream Twitch a été diffusé sur une chaîne de télévision, c'était en France, et c'était Public Sénat. Ça a estomaqué les dirigeants de Twitch à San Francisco, d'ailleurs, c'était très drôle. Okay. Et donc, c'est vrai que beaucoup de médias essayent de se lancer sur Twitch, ou ont essayé de se lancer sur Twitch. Très peu ont réussi. C'est extrêmement chronophage, on n'y gagne pas d'argent. Les 2 meilleurs exemples que j'ai, c'est la chaîne Arte, qui a une programmation spécifique Twitch, et qui s'appuie sur des créateurs de contenu de la plateforme, et ça marche. Et la deuxième chaîne, c'est l'Humanité, le journal L'Humanité, qui a mis beaucoup de moyens depuis 1 an et demi maintenant, dans des émissions ambitieuses, dans des talk shows en plateau, dans des streams d'actualité, qui fonctionnent assez bien. Les autres médias, Mediapart a diffusé à l'air libre pendant assez longtemps sur Twitch, Libération fait aussi quelques streams de temps en temps. C'est un peu plus... Attends, je vais aller voir. Twitch Stats, Jean Massier. Il stream depuis combien de temps la politique? Acropolis, donc quoi, il y avait Acropolis à l'époque. Je connais cette chaîne de nom. Elle a été bannie sur Twitch parce qu'elle faisait de la politique. Et à l'époque, c'était interdit sur Twitch. C'était interdit. Ah, il fait ça depuis 2017. Ok, 2017. Moi, j'ai commencé en 2019 la politique. Et lui, c'était 2017. Ok. Confidentiel, mais on sent qu'il y a une volonté de se lancer. De toutes les manières, la distinction entre nouveaux médias et anciens médias n'existe pratiquement plus. Très bien. Maintenant, on est sur des médias incarnés dans les médias traditionnels. Les chaînes de télévision sont sur des stratégies web first. Elles diffusent sur Internet d'abord, puis sur le vieux canal TNT. Ah, je pense à BFM TV. BFM TV, ils ont fait une stratégie de baiser
basés sur Internet, que ce soit ils sont présents sur Twitter, Facebook, les contenus courts, YouTube. Ils laissent les streamers récupérer leur flux pour commenter. Vraiment, BFM TV, ils ont vraiment une stratégie de ouf. CNews fait la même chose. Genre CNews, ils sont un peu casse-couilles sur YouTube, mais en règle générale, CNews, tu peux récupérer le flux pour travailler dessus. Ils sont aussi présents sur CNews, format court, donc Instagram, TikTok. Ils sont aussi sur Facebook, ils sont aussi sur YouTube. Vraiment, les médias mainstream, ils ont compris, ils ont pris vraiment un virage pour le web, quoi. Ils ont pris ce virage-là, c'est vrai. Les médias, les nouveaux médias comme on est nous, on commence à être anciens, nous aussi à notre échelle. Voilà, ça tend à s'atténuer avec le temps. C'est vrai, il a raison. Monique. Alors, moi j'ai une question. C'est vrai qu'on est vieux maintenant, putain. Hier dans le podcast, les mecs, j'ai expliqué que ça fait 14 ans que je stream. Ça fait 14 ans que je stream, gros. Ça commence à faire long, le CDI de Flamingo, hein. Il est lent, ce lait, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, Jean Massier ? Vous faites référence aux règles d'égalité et d'équité du temps de parole des candidats ? D'accord. Il faut y répondre à cette question parce que je sais que c'est une question qui remonte. La question de faire respecter l'égalité et l'équité du temps de parole des candidats à la présidentielle ou aux élections sur Internet est une question qui n'a pas de sens. C'est pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise comme idée, c'est juste qu'elle n'a aucun sens. Parce que les règles d'égalité et d'équité de temps de parole n'existent qu'à la télévision et à la radio pour des raisons pratiques, pour des raisons physiques. La télévision et la radio sont les seuls médias qui ont un nombre de canaux limité qui sont attribués par l'Arcom et on ne peut pas créer de chaînes de télévision supplémentaires ou de stations de radio supplémentaires. Donc les candidats peuvent se retrouver en situation de ne pas du tout avoir accès aux médiums si jamais ils sont boudés par les chaînes. C'est pour ça qu'on a inventé les règles d'égalité et d'équité du temps de parole. Dans la presse écrite et sur Internet, on est dans des médias à canaux illimités. Ça ne coûte pas plus cher de créer... Alors attends, j'ai pas compris là, parce que, ok, il est renseigné, excusez-moi, les sénateurs, c'est à vous d'être renseignés aussi, hein, par rapport au temps de parole. Et puis, les amis, je vais vous dire quelque chose, hein. Le débat sur le temps de parole, on s'en branle. Chaque année, chaque élection, ils ne sont jamais respectés les temps de parole. Ils ne sont jamais respectés, les mecs. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'en parler. Il faut arrêter d'en parler. Ils ont sorti un article il n'y a pas longtemps sur le temps de parole de mademoiselle Sarah Knafo. Sarah Knafo, elle a explosé les temps de parole par rapport à une Sofia Chikirou ou à un autre candidat. Au final, elle a fait 10%, mais les temps de parole n'ont pas été respectés. Les temps de parole n'ont pas été respectés. Donc ça sert à rien de poser ces questions-là. Personne ne les respecte, genre. Un média supplémentaire. Donc le candidat ou la candidate qui est insatisfaite et qui souhaiterait s'exprimer peut le faire en créant sa propre chaîne. Donc elle ne peut pas réclamer d'avoir du temps de parole sur les chaînes des autres. C'est vrai. Moi, je voulais parler un peu des jeunes, puisque vous avez dit les uns et les autres, en tout cas au démarrage de votre activité, il y avait une cible très clairement... Il faudrait peut-être interdire les sondages 6 mois avant les élections. Peut-être, les mecs, hein. Peut-être. Hein. Attends, je vais écouter Hugo Décrypte. C'était les jeunes et une meilleure pédagogie de l'information par rapport aux jeunes. Qu'est-ce que vous avez apporté justement aux jeunes, ou qu'est-ce que vous apportez encore aux jeunes que les médias, même si vous venez de dire qu'il n'y avait plus de distinction... Qu'est-ce qu'on a apporté aux jeunes ? Pour vous, je vais utiliser que les médias traditionnels ne sont pas à destination de ces publics jeunes. Des clés de compréhension, par exemple ? Pour dire simplement de l'information, et ce que j'entends par là, c'est que évidemment ces médias plus traditionnels informent au quotidien, et ils ont des centaines de journalistes qui sont extrêmement compétents, qui font un travail qui est très important. La question, encore une fois, c'est la question que j'évoquais au départ, du fond et de la forme. La forme, c'est être présent sur ces réseaux-là, parce qu'en fait, c'est des choses... moi, je me souviens que quand j'ai lancé ma chaîne donc sur YouTube il y a 10 ans, j'avais quand même des journalistes qui me disaient « mais ça va pas forcément tenir parce que ces jeunes-là, toi tu as 18 ans, mais tu verras dans quelques années, tu vas t'informer différemment. Tu vas pas aller sur YouTube pour t'informer, tu vas aller sur ouvrir un journal papier ou autre. Et donc cette question d'être présent là où les jeunes sont, c'est déjà un enjeu d'un point de vue démocratique qui est absolument essentiel. Et sur le fond, encore une fois, pour moi, c'est au moins aussi important, voire beaucoup plus important. Il y a un enjeu de s'assurer que les sujets, quand on les traite de façon accessible. Et ça vaut pour un sujet de 2 minutes comme ça vaut sur un sujet d'1 heure et demie. Un sujet accessible, ça ne veut pas dire faire quelque chose de simpliste, faire quelque chose de réducteur, faire quelque chose de je ne sais quoi. Ça veut dire simplement, quand on traite un sujet, on veut qu'il soit compréhensible et accessible pour quelqu'un qui s'y intéresse pour la première fois. Et même quand on fait une longue interview avec, je parlais tout à l'heure de Fabrice Arfi, d'un journaliste de Mediapart qui a enquêté pendant des années sur un sujet que lui maîtrise sur le bout des doigts. Les gars, il y a une petite parenthèse là, il y a une dépêche que je dois vous lire. Il y a des pays du Moyen-Orient qui exhortent ses citoyens à rester chez eux à partir de minuit. Donc là, il y a pas mal de diplomates qui sont en train de discuter à l'ONU, etc. La grosse tête de Trump, hein, sa grosse tête. C'est vrai qu'il y a un ultimatum à 2h du matin, heure française, 20h, heure américaine. Et Donald Trump, il a menacé de tout détruire, genre de détruire toute la civilisation iranienne ce soir à 2h du matin, heure française. À voir.
À voir. Alors, c'est chaud quand même, hein. Au Koweït, Bahreïn, il y a d'autres pays du Moyen-Orient qui ont dit aux citoyens de rester chez vous à partir de minuit. L'Iran se dit prêt à tous les scénarios possibles après les menaces de Donald Trump. Putain. Et c'est un sujet qui est quand même assez dense et ils ont même fait un documentaire parce que tellement les gens avaient du mal à saisir le sujet. Nous, on estime que même sur 2h30 d'interview, il faut que cette interview de 2h30 ou 1h30, je ne sais plus, qu'elle soit compréhensible, claire et qu'on y comprenne quelque chose, même si on s'intéresse au sujet pour la première fois. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui n'est pas toujours valorisé, il faut le dire, dans toutes les rédactions. Je pense qu'on a souvent tendance à valoriser le scoop, à valoriser l'exclusivité. J'ai eu telle personnalité politique le matin, j'ai eu telle petite phrase qui est ressortie. On n'a jamais un retour de quelqu'un qui va dire bravo, là c'était parfaitement clair. Pour la simple et bonne raison aussi que ce lien avec la communauté ou l'audience est beaucoup plus compliqué. Si vous êtes une radio le matin, un chroniqueur qui a fait une chronique extrêmement claire de 2 minutes 30 ou un chroniqueur qui a fait une chronique qui est incompréhensible, comment est-ce qu'on va l'entendre? On va éventuellement avoir peut-être quelques courriers des lecteurs qui vont arriver dans les prochains jours, mais est-ce qu'ils sont vraiment lus? Est-ce que vraiment ça remonte jusqu'au chroniqueur en question? Voilà, nous on a la chance d'avoir des contenus qui sont faits sur les réseaux. Si des gens nous disent c'est pas clair ou j'ai pas compris, il y a des choses qui est pas clair, on est capable d'y répondre, on est capable de faire ce travail-là. Et je termine. Moi, je suis content parce qu'à chaque fois que j'ai eu des interviews, à chaque fois que j'ai travaillé les interviews, les viewers, ils ont toujours été satisfaits. Parce que tu vois le député autrement que dans les médias mainstream. Tu poses des questions un petit peu en dehors de sa vie de député, où tu regardes un petit peu les insides, comment ça se passe, l'ambiance dans l'assemblée, dans ta... Comment on appelle ça ? Permanence, voilà, permanence et tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien mes interviews, j'aime bien. J'ai envie de les travailler encore mieux. Demain, il y a un travail à faire. Demain, j'ai une interview avec une députée de la France Insoumise, les amis. Donc, j'espère que vous serez présents sur mon stream. Ça va durer 1h30 jusqu'à 21h. Il y a le match de foot après. 19h30 à 21h, c'est ça. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien le travail que je fournis sur les interviews. J'ai envie d'apprendre encore plus. Mais j'aime bien ce que je fournis, j'aime bien. En disant qu'on est aussi amené à travailler avec d'autres médias, des médias notamment qui font de l'enquête. On est amené à travailler avec certains médias parfois qui ont travaillé pendant des années Anaïs, sur un sujet, les mecs. qui disent... Alors Anaïs était la candidate à la mairie de Lyon. Donc elle a été battue, mais elle a fait alliance avec Grégory Doucet. Donc demain, ce sera l'occasion de revenir sur son alliance, son objectif, qu'est-ce qu'elle veut chercher derrière cette alliance, et aussi revenir sur la campagne qui a été un petit peu écornée par la mort de Quentin Desranques, par l'antifascisme, enfin pas l'antifascisme, mais le fascisme grandissant à Lyon. Il y avait le défilé, il y avait aussi les menaces. Elle a dû suspendre aussi sa campagne parce que elle a reçu des menaces. Donc bon... Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé des bonnes questions les mecs, vous inquiétez pas le chat, vous inquiétez pas, on a bossé les mecs, on a bossé. On a travaillé sur ça, on a telle révélation qu'on va faire, on a un enjeu de pédagogie dessus, on a un enjeu à le rendre accessible. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de travailler ensemble et porter ce sujet au-delà? Dernière chose, et après je m'arrêterai là, on fait certes cette dimension pédagogique sur un certain nombre de formats, on fait aussi nous-mêmes maintenant des formats de terrain, des formats de reportage, des formats d'enquête. On a des journalistes locaux, on le disait tout à l'heure, qui font ce travail, qui rapportent des informations, de plus en plus souvent des informations exclusives qu'on ne voit pas dans d'autres médias. Donc voilà, c'est aussi une évolution qui a pu se faire au fil du temps. J'aurais pas pu faire ça au début évidemment. Hugo, j'ai vu un seul sujet de lui, il n'avait aucune conclusion, il avait aussi perdu à la fin, il était aussi perdu à la fin qu'au début, il n'avait aucune lecture structurelle. Est-ce que c'est souvent comme ça? Alors les gars, je consomme du Hugo Décrypte sur le format court, mais en revanche, je ne consomme pas du tout les formats longs. Je connais pas assez la personne. Je sais qu'il avait fait une interview avec Dominique de Villepin. Je l'ai pas écouté. Si je l'avais écouté en stream, j'ai aimé l'exercice. Mais est-ce qu'il manquait de lecture structurelle? Je ne sais pas les mecs, c'est vous les spécialistes. Hein. Vraiment là, si tu vas avoir une lecture politique de la chose sur le personnage de Hugo Décrypte, je pense que tu vas être un peu déçu. Parce que c'est vraiment le personnage vraiment neutre, vraiment lisse, qui reste en surface. Et au final, qui fait du journalisme les mecs. Hein. Qui fait du journalisme, tout simplement. Tout simplement. N'hésite pas à dire Dofla que de temps en temps tu es indépendant et que vous me soutenez pour rester indépendant, donc abonnez-vous si vous voulez que je reste ainsi. Bah vas-y, abonne-toi, t'es pas sub. Bah vas-y, on te regarde. On te regarde, chef. Vas-y, abonne-toi. Vas-y. Faute de moyens, mais qu'on a pu développer au fil des années.
Moi, pour compléter... Allez, Gaspard, désolé mon gars. Désolé mon cher Gaspard. Plus de moyens ou des formes d'organisation différentes? J'imagine que oui, mais est-ce que vous avez pris ça en compte? Et est-ce que c'est une évolution que vous comptez continuer à approfondir? Merci. Non, effectivement, c'est un très Alors, bon pour répondre à la question, pas neutre égale fade. S'il est pas neutre, c'est fade. J'ai pas compris ce que tu veux dire, Jean-Michel. Après, les amis, on est beaucoup... J'avoue que depuis le Covid, hein, et je pense que c'est la mentalité française qui a beaucoup changé ces derniers temps sur la consommation des médias, j'ai l'impression que depuis le Covid, et jusqu'à aujourd'hui... Merci pour les 10 subs, merci pour les 10 subs, ouais. Merci mon gars, merci. J'ai remarqué que depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, on n'aime plus la neutralité. On aime maintenant les personnalités qui se mouillent, qui tranchent sur les questions sur la société française, sur la politique. J'ai l'impression vraiment qu'on n'aime plus du tout la neutralité. C'est un choix, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il faut revenir sur une forme de journalisme des années 2000, un journalisme vraiment neutre, vraiment qui reste en surface, qui va informer la personne sans biais. Tu vas rester en surface et ensuite tu vas faire ton travail de politisation de ton côté. Voilà. T'as pas besoin de te tenir la main pour dire regarde, on va te donner des clés de compréhension de la politique. Tu peux te démerder tout seul. Ensuite, pour les clés de compréhension, il y a les éditorialistes, streamers, créateurs de contenu sur YouTube, même à la télévision. Ok, je comprends. Mais en 2026, on a besoin, les amis, on a besoin de retrouver ce journalisme neutre. Quand tu vois l'état du métier de journaliste, par exemple pour le 7 octobre, c'était une catastrophe, les mecs. C'était une catastrophe. L'encadrement du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, les journalistes, que ce soit même le service public ou le privé, c'était catastrophique. C'était catastrophique, les mecs. Donc des personnalités comme Hugo Décré, on en a besoin. Vraiment, on en a besoin. BFM TV qui laisse à chaque fois la parole à Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne, ou son président, enfin son premier ministre et sous mandat d'arrêt international, c'est pas normal, les mecs. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc oui, je le répète, on a besoin de mecs comme Hugo Décrypte. Quand tu vois les BFM TV, les CNews, les médias mainstream, la presse écrite, le service public, catastrophe, mon gars. Catastrophe. D'abord, c'est des choses que... c'est-à-dire que, évidemment, on va parler des reportages, l'enjeu du terrain, etc. C'est évidemment quelque chose d'important. Pour autant, la dimension quand même de vulgarisation n'est pas non plus à jeter, ou n'est pas... elle reste aussi essentielle. Et quand, à l'époque, c'est vrai que je faisais des vidéos sans être sur le terrain, mais à simplement essayer de m'expliquer, OK, il y a une guerre civile en Syrie avec une situation qui est dramatique. Comment est-ce qu'en 5-10 minutes, c'était plus court à l'époque, aujourd'hui on fait des formats beaucoup plus longs, mais comment est-ce qu'en 5-10 minutes, je peux essayer d'expliquer dans les grandes lignes ce qui se passe? Oui, c'était pas des informations nouvelles, voilà, mais c'était une approche qui était nouvelle, qui permettait une vulgarisation importante. Maintenant, sur le terrain, je considère que oui, c'est important. Ça demande évidemment beaucoup plus de moyens. Dans le développement de la chaîne, elle a 10 ans maintenant, quasiment 11 ans maintenant. À l'époque, je faisais ce que je pouvais faire. Je faisais ce que je pouvais faire et j'étais tout seul. J'avais une caméra, donc je n'avais pas les moyens d'aller sur le terrain. J'avais juste les moyens d'essayer d'expliquer les choses parce que ça demandait mon temps et, entre guillemets, seulement mon temps, donc c'était possible. Aujourd'hui, on est en mesure de le faire. On en revient du coup à la question du financement. C'est là où l'enjeu il est crucial. C'est que on a aujourd'hui en ligne, moi je le vois, je parle avec un certain nombre d'entre eux, des journalistes qui quittent parfois... Voilà ce qui paraît, dans la période post-7 octobre, on est le deuxième pays après Israël à avoir mangé la plus grosse propagande anti-Palestine. Putain. Moi, je suis d'accord avec cette stat. Bon, la stat, elle sort d'un viewer, mais je suis pratiquement d'accord avec cette stat. J'ai l'impression qu'on a mangé une grosse propagande anti-Palestine dans ce pays. Waouh! Des médias traditionnels, parce qu'ils se disent, à juste titre, l'avenir, c'est sur les réseaux sociaux, c'est là qu'il faut informer. Il y a un enjeu démocratique qui est essentiel, pas que pour les jeunes, on en a beaucoup parlé. Mais faire du terrain, ça coûte cher. Faire de l'enquête, ça coûte encore plus cher. Parce que parfois, c'est des mois, voire des années, pour obtenir rien du tout, parce que finalement, c'est une fausse piste ou je ne sais quoi. Donc, on en revient à la question du financement. Et dans le cas, il me semble que vous avez eu Mediapart tout à l'heure,
eux, je pense, et quoique je ne répondrai pas à leur place, ils ont sûrement des enjeux économiques très importants, mais ils ont une possibilité. L'Allemagne, c'était hardcore aussi de flanc. Ah ouais. Les gens soutiennent leur travail et ils le sentent, ils le voient comme ça. Mais quand on est sur des médias en ligne avec cette volonté d'être accessible au plus grand nombre et donc d'avoir un contenu qui est gratuit, là, effectivement, ça peut être plus compliqué. Et donc, il y a un enjeu d'accompagnement. Et je pense surtout, encore une fois, aux journalistes qui se lancent, qui font un travail aujourd'hui qui est vital, qui sont tout seuls parfois, ou ils ont une personne avec eux. Ils font un travail vital, ils informent des centaines de milliers de personnes et ils sont pas accompagnés. Si je peux me permettre, pour préciser. Jean Massé, un commentaire peut-être? C'est une question importante qui est celle effectivement du modèle économique, parce que nous sommes des créateurs de contenu d'information, nous avons donc moins facilement accès au marché publicitaire parce que les annonceurs n'ont pas toujours très envie d'être affichés en même temps que nous. Moi, si j'ai envie de créer une émission pour parler des élections sénatoriales, je ne vais pas réussir à trouver de financement. Je n'arriverai pas à trouver une boîte qui va me dire « Ah super, les sénatoriales, j'ai envie de financer, c'est génial. » Ça va, voilà. Non, c'est difficile. Les gens ne veulent pas, les entreprises ne veulent pas financer des contenus qui sont des contenus d'intérêt général. Ce qui parfois peut être aussi problématique du point de vue des algorithmes, où parfois des sujets peuvent être moins poussés que d'autres. Il avait été démontré il y a quelques années qu'une jeune femme qui fait une vidéo YouTube pour parler des règles sera moins mise en avant qu'une jeune femme qui parle de maquillage. Et ça pose aussi des questions sur l'intérêt général du sujet qui est abordé, sur des sujets, en l'occurrence, de santé, de prévention, qui peuvent être importants. Alors, quand on parle de santé sexuelle, attention, parce que nos amis américains ont des règles de pudibonderie extrêmement strictes, qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas dans notre culture, sauf qu'on est obligé de se plier à ces règles-là. Donc, pour l'instant, en politique, on s'en sort pas trop mal, malgré effectivement ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur X et sur le risque de ces foudingues de la Silicon Valley, mais sur d'autres sujets, des sujets d'intérêt général, ça peut poser un vrai souci. Donc voilà, il y a cet aspect qui est celui du modèle économique, et puis il y a cet aspect qui est celui des algorithmes. D'habitude, c'est Sylvie qui pose la question, mais je crois que tu l'as pas posé sur la labellisation. Non, attends, je vais avancer un peu sur Hugo Décrypte. Ah, je trouve ça intéressant. J'aime bien cette commission. J'aime bien. On apprend beaucoup de choses. J'aime bien. Ouais, je pense que je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Le sujet central, c'est pourquoi faire. Et ce que j'entends par là, c'est que si c'est pour accompagner et aider des créateurs ou des médias, ou bref, on en revient à cette question de la terminologie. Déjà, bon courage pour essayer de catégoriser correctement les choses. C'est-à-dire que là on est tous les trois, on a la chance d'être très suivis, mais moi, quand je me suis lancé il y a 10 ans, j'avais 0 abonné. Du coup, je ne suis pas labellisé dans et les avantages potentiels de cette labellisation, je ne peux pas en avoir droit parce que... Ils veulent labelliser les créateurs de contenu d'information. Ils veulent créer un label. À l'époque, j'avais 5000 abonnés. Pour autant, mon travail, alors, il était moins bien fait peut-être, mais il était tout aussi sérieux sur le fond. Donc, il y a une question déjà de pourquoi faire. Et de la même façon, dans l'autre sens, si on se dit une labellisation pour distinguer les bons des mauvais acteurs, ok, mais là aussi, encore une fois, pourquoi faire? C'est-à-dire que rien n'empêchera quelqu'un de se dire, mais je m'en fiche, je ne veux pas être labellisé, je vais pouvoir faire mon contenu. Et la question qui peut venir derrière, c'est de se dire, oui, mais on va labelliser des gens pour les mettre davantage en avant. Ça, moi, je ne suis pas favorable. Je reviens à ce que j'ai dit à l'instant. À l'époque, je n'aurais pas été labellisé en me lançant. Et plus largement, je veux dire, ça peut être un puits sans fond de labellisation de tous les côtés. Et puis voilà, ceux qui veulent ne pas respecter les règles, ils ne les respecteront pas dans tous les cas. Donc voilà, c'est un peu un fourre-tout dans ma réponse, mais c'est ça que... Mais l'État, le Sénat, ils aiment trop proposer des idées de merde. Il a raison sur le fond. Hein. Franchement, labelliser des créateurs de contenu information, je trouve ça à chier, genre. Je trouve ça à chier. Vous avez pas d'autres idées de merde par hasard, le Sénat? Non, je sais pas. Oui, globalement, ma seule question, ma question principale, c'est pourquoi faire et quel est l'objectif derrière. Et je vois aussi les risques de tous les côtés. Je vais aller dans le sens d'Hugo, je suis radicalement opposé à tout système de labellisation parce que j'interviens dans le débat démocratique et dans le débat politique et je vois d'un très mauvais œil un système qui ferait le tri entre les citoyens, entre ceux qui auraient le droit d'une manière ou d'une autre de discuter de l'actualité politique et ceux qui n'y auraient pas accès parce qu'ils n'auraient pas rempli le bon papier ou le bon formulaire auprès de la bonne autorité. Voilà, j'ai pas envie de vivre dans ce genre de pays. Au contraire, je préfère la garantie du pouvoir de tous les citoyens qui le souhaitent de créer leur propre chaîne, de créer leur propre contenu et de s'exprimer, y compris sous pseudonyme, parce que je pense que c'est important et que ça fait partie de la culture. Il y a des imams labellisés. Ah ouais? Des imams labellisés, tu mens. Il y a des bons et des mauvais imams. Arrête. Numérique, je connais les dérives, évidemment, qui sont celles d'Internet, bien sûr, le cyberharcèlement en fait partie, mais je considère que les citoyens doivent pouvoir s'exprimer, y compris sur l'actualité politique et y compris sous pseudonyme. Là où je suis d'accord avec lui, pour compléter, créer un label, par exemple, il y aura la liste des médias labellisés. Supposons que moi, je suis labellisé. Les gens, ils vont croire par extension, par exemple, en 2017, si l'extrême droite y passe, et qu'il y a le label, ils vont dire que ouais, t'as la solde du gouvernement, donc ouais, Dofla, t'es d'extrême droite, tu roules pour Bardella, nanani, je sais pas quoi. Créer un label, ça va te mettre une cible dans le dos, en quelque sorte. Hein.
ça va te mettre une cible dans le dos. C'est une très mauvaise idée, genre. Moi, j'avais une dernière question à vous poser. On va rentrer dans une période politique intense en France avec les élections présidentielles. Comment vous les abordez? Est-ce que vous vous dites on rentre dans une zone à risque, il va falloir qu'on soit plus vigilant sur certaines informations qui peuvent nous remonter, on va se fixer des règles? Alors, vous avez parlé tout à l'heure pour les européennes. Oh putain, les gars. Oh mon Dieu. Ah là là, au mois de septembre. Oh, le mois de septembre, il va être cardio. Ah là 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 là. Je suis prêt, les mecs. Je suis prêt pour la prochaine bataille. Get ready for the next battle. Je suis prêt, les gars. Je serai prêt. On a invité tous les. Je serai prêt. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport aux échéances présidentielles qui arrivent? Bon, de mon côté, Alors attends, désolé, mais Gaspard, avec tout le reste. Par contre, c'est un petit beau garçon, hein. Un petit beau garçon, les filles, vous trouvez pas? Évidemment, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous phare de notre vie politique, qu'on le souhaite ou non. Voilà, que ça nous fasse plaisir ou pas, c'est comme ça. C'est un moment important, c'est un moment fragile, parce que la tension est maximale, parce que je souhaite toujours m'adresser à un public jeune, y compris à des publics qui vont voter peut-être pour la première fois de leur vie, et c'est peut-être la première fois de leur vie qu'ils vont s'intéresser à une campagne présidentielle. Donc je dois être au rendez-vous de leurs attentes, je dois répondre à leurs questions. C'est vrai, les mecs, l'année prochaine, ça dépend des dates, mais les personnes qui ont 17 ans sur mon stream et qui vont avoir 18 ans et qui auront l'âge de voter, il y aura beaucoup de mes viewers qui vont voter pour la première fois. Faudrait que je crée un sondage. Moi, j'ai besoin de quantifier ça. J'ai besoin de savoir combien de viewers vont voter pour la première fois en ayant regardé mes streams. Et pour ça, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de commentaires de tweets. La petite polémique du jour, c'est pas vraiment ce que je traite, ça m'intéresse peu. De toute façon, ce sera mort dans 48 heures, on va passer à autre chose. Je vais essayer de rester un peu plus sur le fond. Je vais évidemment documenter la course de petits chevaux des primaires des uns et des autres, c'est normal, ça fait aussi partie de l'exercice présidentiel. Et puis je vais aussi essayer de m'attaquer au sens profond du programme, à la volonté profonde des candidats. Quand un Dominique de Villepin fait un immense discours à la Sorbonne empreint de philosophie, je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse et qu'on essaie de le décortiquer, de voir ce qu'il a à dire. Et ce sera pareil pour les autres candidats. Et du reste, je vais tenter de recevoir dans mon émission Backseat les candidats à l'élection présidentielle, à l'exception de l'extrême droite que je ne recevrai pas. Je vais essayer de les interviewer. Voilà. Pour compléter rapidement... Bon. Ah ouais, c'est honnête. Tous les candidats sauf l'extrême droite. Ah ouais, c'est très 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 honnête. Et pas putain, waouh, cordon sanitaire. On va avoir tout un tas de formats effectivement qui sont prévus en cours d'élaboration pour la présidentielle. Pareil, je pense qu'on sent de notre côté une grosse responsabilité parce qu'on sait qu'on est suivi par beaucoup de jeunes. On parlait tout à l'heure de la question des tranches d'âge, des moyennes d'âge. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est très suivi, on le disait tout à l'heure, par des jeunes, des 18-24 ans, plus d'un jeune sur deux. Moi, je l'ai toujours dit, l'extrême droite, je pourrais l'inviter. Alors, j'ai déjà fait l'exercice, les mecs, il y a plusieurs années, pour les premières législatives, je crois. J'avais invité un député, enfin pas un député, un candidat RN. Mais moi, je l'ai toujours dit, je vais les inviter uniquement s'il y a un face-à-face. Donc il était face à un macroniste, je crois que c'était un macroniste, donc j'avais arbitré ce moment. D'ailleurs c'était une opération commerciale, c'était une OP, j'avais fait une OP avec un logiciel, c'était un logiciel pour streamer depuis son téléphone. Et j'avais fait l'exercice, c'était un exercice plutôt sympa, c'était un peu le bordel, je vais pas vous mentir, c'était un peu le bordel, mais si l'occasion arrive l'année prochaine, candidat RN versus LFC ou le divers gauche, je ne sais pas quoi, je dirais pourquoi pas. En tout cas, il y a des choses que j'ai notées, que j'aimerais faire, des concepts que j'ai notés, que j'aimerais faire l'année prochaine, pas forcément que avec la France Insoumise, mais avec vraiment des partis d'extrême gauche bien ancrés, bien en place, qui ont du buzz ou moins de buzz, quoi. Je pense notamment à Olivier Besancenot, j'ai son numéro, il m'a dit si on fait un truc ensemble, il n'y a pas de problème, c'est quand tu veux, préparer et tout, il n'y a aucun souci. J'aimerais organiser ça. J'aimerais organiser aussi un Olivier Besancenot qui confronte les membres de la France Insoumise. Voilà. Comme ça, les
les citoyens très à gauche, révolutionnaires, qui ont envie de voter Mélenchon parce que c'est le candidat de gauche qui est le mieux placé par rapport à tous ces idiots de Glucksmann ou je ne sais pas quoi, bah, il faut essayer de convaincre aussi, il faut aussi essayer de convaincre les révolutionnaires. Voilà. Les anticapitalistes. Voilà. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Je vais essayer de faire quelque chose de propre. Je vous promets rien, le chat, je vous promets rien, mais je vais essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Donc 4 ans qui s'informent au moins une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine via notre chaîne et avec des sessions en moyenne de 15 minutes, donc c'est quand même beaucoup de temps pour s'informer via nos réseaux au quotidien. Ce qui est fascinant à observer, on l'a dit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est plus un sujet que pour les jeunes. Nous on le voit sur YouTube par exemple, la moyenne d'âge s'élargit en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes maintenant regardent en famille ou des personnes plus âgées ont découvert parfois via leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et donc moi-même quand je présente ma chaîne, j'essaie de faire attention à ne pas discriminer, à parler que des jeunes parce que je sais qu'il y a toutes les générations qui peuvent suivre et qui apprécient peut-être l'approche qui peut être faite avec l'équipe. Donc oui, il y aura des choses à faire et je pense que c'est important de faire ce travail-là. Après, oui, il y aura toutes les questions qui viendront d'ingérence ou quoi, et ça, on en a déjà parlé. Je pense que ce sera encore un sujet pendant les élections, mais voilà. Au passage, juste un petit... Parce que Jean, tu parlais de la question des petites phrases ou des guéguerres politiques. Je sais que ça vient souvent lors des élections. Moi, je me souviens de l'élection de 2022 où je m'étais dit avec mon équipe, mais... Dès septembre, on va être concentré sur la présidentielle. Septembre 2021, du coup, on va être concentré sur la présidentielle. Ça va être le sujet pour l'année. Et en fait, on réalisait que les seuls sujets qui remontaient, c'était en fait souvent des sujets de petites guéguerres politiques qui, à nos yeux, n'étaient pas les plus. Il n'y a pas en plus ces candidats qui étaient déclarés officialisés, mais et ça ne nous semblait pas forcément essentiel et important d'aller sur ces sujets-là. Et donc, on est passé une bonne partie de cette fin d'année 2021 à continuer à se concentrer sur des sujets d'actualité internationale. Où on se disait, bah non, ces sujets d'actualité internationale, ils sont importants, il faut continuer à informer. Là, vous connaissez le contexte international. Je pense que ce sera sûrement la même chose. On commencera à informer sur la présidentielle avec tout un tas de formats différents, une pluralité dans les approches quand ce sera pertinent de le faire et quand il y aura du fond et des sujets de fond à aborder. En attendant, je pense qu'on se concentrera davantage sur d'autres sujets qui nous paraissent importants, l'actualité internationale notamment, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. S'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier d'avoir répondu. Ok, c'est fini. Ok, c'était vraiment sympa.